Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Débris Sport. Au programme, le débrief des All-Star Games, le résumé de la 24e journée de Ligue 1 ou encore les attentes sur la nouvelle saison de F1 qui démarre bientôt. Je suis bien évidemment accompagné de Timothée. Bonsoir Timothée, est-ce que tu peux nous présenter le nouveau format ? Bonsoir Corentin, oui, alors tout nouveau format. Maintenant nous serons plus qu'avec 3 chroniqueurs par émission, avec du coup un format un peu plus classique où il n'y aura pas de changement au milieu d'émission, mais avec nous des chroniqueurs pourront apparaître de temps en temps pour une ou deux rubriques, et notamment Alizé, la première fille de l'émission, qui aura sa rubrique normalement dans chaque émission. Et on va revenir d'abord sur l'actualité sportive parce que c'est ce qu'on fait mieux. D'abord, on va présenter nos chroniqueurs. Oui, d'abord. Du soir avec Théo qui est là. Bonsoir Théo, bonsoir, ça va bien ? Bonsoir tout le monde. On a Jordan qui est là aussi. Salut bonsoir. les gars. Et évidemment Louis qui est toujours là. Bonsoir à tous. Et on va démarrer tout de suite avec le basket et les NBA All-Star Jordan ce week-end. Ouais, donc ce week-end c'était le All-Star Game. Chaque année, l'événement tant attendu. Où les meilleurs joueurs de la ligue sont sélectionnés par les fans, les coachs et les joueurs eux-mêmes. Donc pour un petit peu expliquer le fonctionnement, il se déroule en 3 soirées. La première, il y a le Rising Star, c'est-à-dire tous les jeunes de la ligue, donc ceux qui viennent de la rejoindre cette année ou encore les sophomores, on appelle les ça. Sophomores, donc ceux qui jouent leur deuxième saison. Et il y a même ceux qui ne sont pas encore NBA, comme Scoot Anderson, celui qu'on annonce derrière Wembanyama, qui a participé. Donc la deuxième soirée, là on est plus sur les exercices de technique. Il y a du tir, le concours de dunk et l'exercice de skills. Et la dernière soirée, c'est le match tant attendu entre les meilleurs joueurs de la ligue, avec des LeBron James et des Giannis. Donc pour revenir sur la première soirée, le Rising Star, on avait Joakim Noah, le français qui avait son équipe. Donc il y avait 4 légendes de NBA comme Pau Gasol encore, qui avaient fait leur équipe de jeunes. En jeune français, on avait Sissoko, qui est un très bon prospect actuellement en G-League. L'année prochaine, on pourrait peut-être avoir Wembanyama du coup. Honnêtement, il y sera. Je pense que même si il est mauvais, la saison prochaine, il y sera. Donc après, c'est l'événement, on va dire, le moins attendu. Par contre, le deuxième soir, il y a eu le concours de dunk, qui est très décrié ces dernières années. Mais et à juste titre, honnêtement. Surtout l'année dernière, il y avait peu. En fait, il y a peu de stars qui y vont à ce challenge. Par exemple, tout le monde aimerait voir des Ja Morant ou des Zion y aller. Shannon Sharp. Ouais, aussi, mais le problème, c'est que ces grandes stars, elles, un peu plus Ja Morant que. Oui, d'accord, oui, mais. Ils prennent $25,000 pour la soirée. On va dire, ça les intéresse pas trop. S'ils se ratent. Ils ont rien à y gagner, quoi, mais bon. C'est vrai que voilà. Pourquoi les prize money sont pas supérieurs alors qu'il y a quand même pas mal de spectateurs qui viennent. Le gagnant, il prend $100,000. Après, à leur échelle, on va dire c'est pas grand chose, mais ça reste quand même correct. Et il y a des joueurs comme Zion qui ont énormément à perdre. Parce que après, Zion a annoncé qu'il voudrait le faire la saison prochaine. Mais pour revenir sur celui de cette année, on avait Mac McClung, un joueur avec un two-way contract, c'est-à-dire qu'il valse entre la G-League et la NBA à Philadelphie. Qui a surpris tout le monde, personne ne le connaissait et il a claqué des dunks monstrueux alors qu'il fait seulement 1m85. 88 pour un basket. 88 ok. Il a impressionné tout le monde avec des dunks magnifiques et il s'est imposé honnêtement très facilement. Il a obtenu une moyenne sur 50 de 49,8, donc il frôle l'excellence. Et ensuite il y a eu le Skills Challenge avec la team Antetokounmpo, la team Rookie avec notamment Banchero qui va sûrement être le rookie de l'année, et la team Utah Jazz, parce que cette année le All-Star se passait à Utah. Non, il se passait à Utah dans la ville de Salt Lake City, voilà. Et donc c'est l'équipe de Utah qui a gagné clairement. Les Antetokounmpo, ils sont pas connus pour leurs skills, et Giannis qu'on voit soulever le titre derrière, l'image a été changée. Il n'a pas participé parce que on le voit sur sa main droite, il a un petit bandage. Il s'est blessé lors du précédent match. Rien de grave. Rien de très grave. Une preuve, on va faire la transition sur le lendemain. Il a joué. Ouais. Il a joué. 2 minutes à peine. Il a joué, c'est ça. Ils lui ont laissé mettre les 2 premiers points et ils ont demandé le changement. Il est sorti. Pas grand chose à dire sur ce match, hormis le record all-time de Jason Tatum à droite ici, au scoring, avec 55 points. C'est énorme. Ça peut justifier par la faible défense. Il faut aussi expliquer les règles spéciales de ce match. C'est la grande nouveauté cette année, une draft
pour le All-Star, avec LeBron James ici à gauche et Giannis avant, qui remplace Kevin Durant blessé pour composer leur équipe. Alors les gens attendaient de savoir qui allait être choisi en dernier, un petit peu comme nous quand on va faire un foot avec nos amis, celui qui est souvent pris en dernier, on va dire que c'est le moins bon, et là c'est aux yeux de toute la planète Terre, donc ils allaient voir qui allait se faire afficher. Ça a été Jaren Jackson Jr., mais bon, ça reste un très bon joueur, et on va dire que LeBron James devant les caméras, il sait se montrer assez bon, donc il n'y avait pas de moment de gêne spécial. Et voilà, il n'y a eu pas grand chose à dire, il n'y a pas de défense. Les All-Stars, on s'ennuie. Et voilà. juste pour rappeler le score, il y a eu 184 à 175 pour la team Giannis. Donc ici, la team de Jason Tatum, qui a été bien aidée par des Donovan Mitchell ou Damian Lillard, qui met le dernier shoot parce que, en fait, la nouvelle édition, c'était pas en termes de carton ou je sais pas quoi, c'était la première équipe à 182 points. Donc c'est Damian Lillard, à la fin, il met un 3 points. Donc c'est très offensif. Ah il n'y a pas de défense. Et je tiens à dire que c'est pas forcément la honte d'être pris en dernier, mais quand tu demandes à James Harden en 2021, là c'était un peu plus la honte parce que en fait KD et LeBron étaient les capitaines, ils étaient en visio et il restait plus que Rudy Gobert et James Harden, et LeBron a pris Rudy Gobert. Et là, c'était un peu marrant parce que James Harden venait de se faire trade à Philadelphie alors qu'il était dans l'équipe avant de KD à Brooklyn. Du coup, voilà, Charles Barkley a rigolé en disant maintenant qu'il a Philadelphie, il devrait plus être blessé, etc. Enfin, après, il faut aussi nuancer le terme de la honte entre guillemets, parce que du moment où c'était vraiment. Je vous promets que c'était vraiment. Mais du moment où t'es dans ce match-là, quand même, ça veut dire que t'es quelqu'un. Ça, personne ne l'enlèvera. Hein. Ouais, c'est sûr. Oui. On va passer maintenant à la Leaders Cup qui s'est déroulée hier entre la finale de la Leaders Cup entre Bourg-en-Bresse et Lasvel. Louis, est-ce que tu peux nous faire un petit point historique d'abord sur la Leaders Cup ? Ouais, la Leaders Cup d'abord elle est organisée à Disney maintenant depuis 2013, voilà. Mais cette année elle s'est tenue à Saint-Étienne. Donc Saint-Chamond, je crois. Saint-Chamond pour être plus précis, exactement. Donc c'est un tournoi en fait qui regroupe les 8 meilleures équipes de la phase aller. Donc là c'était Bourg, Lasvel, Monaco, Dijon, les Mets, Le Mans, Cholet et Limoges. Et voilà, ils ont fait une sorte de mini tournoi pour clôturer cette phase allée de la Pro A. Donc on a les deux finalistes Bourg et Lyon qui ont battu Bourg, et ils ont sorti Monaco au premier tour. Grosse surprise. Grosse surprise. Voilà, Monaco qui avait gagné 3 fois de suite la Leaders Cup 2019, 2018 et en 2017, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc et puis quand même, si on parle de Monaco, c'est un gros champion. C'était le favori. Voilà, de plus. Ils ont battu Dijon, les champions en titre de 2020. Parce qu'en 2021 et 2022, il n'y avait pas eu à cause du Covid. Et Lasvel ont battu les Mets, donc Victor Wembanyama, quand même. Qui n'était pas aidé, Victor. Il y a eu beaucoup de cassures côté Mets. Il était un peu seul. Ouais, 2017 et 2018 Monaco, mais pas 2019. Autant pour moi. Et ils battent aussi Le Mans en demi-finale, et du coup ils se retrouvent en finale, et c'est Lasvel du coup qui a gagné 74-83 avec un grand De Colo qui met 20 points, qui prend 4 rebonds et distribue 3 passes lors de cette finale, et qui finit MVP de Leaders Cup. Donc c'est la deuxième fois qu'il finit MVP. Il avait déjà été en 2008 avec Cholet. Voilà, donc back to back pour une petite lueur d'espoir pour Lasvel cette saison. Ça peut lancer des choses. C'est un titre. Oui, et puis ils ont montré quand même beaucoup d'envie, beaucoup de hard dans le jeu. Ouais. Parce qu'on les connaît, Lasvel, dans les derniers, vers le 3e, 4e carton, ils peuvent souvent craquer. Ouais. On l'a vu contre Rouen en Coupe de France la semaine dernière, ils ont pris moins 15 et sur le dernier match, on a eu peut-être un peu peur là, je sais pas vous, contre Bourg-en-Bresse, mais ils ont su tenir et ça l'a fait tout le week-end. Ça, ouais. Non, 74 de France. 9 points. C'est en Coupe de France contre Rouen que ça s'est joué. C'est ça, j'ai confondu avec Rouen, merci. Ouais, moi je pense que ça a montré qu'ils avaient quand même du caractère et qu'ils allaient vraiment jouer à fond déjà le championnat et la Coupe de France aussi, donc ça peut faire un triplé, qui sait. Ouais. Passons au football avec la Ligue 1 et encore des gros matchs, dont Jordan, un match entre le Paris Saint-Germain et le LOSC. Je pense on va rentrer directement sur ce match. Peut-être on fera un point sur les prochains après. Ce match entre le PSG et Lille au Parc, avec un PSG qui arrivait en crise et une équipe de Lille aussi qui n'était pas forcément
très bien, mais le PSG et son Kylian Mbappé de retour dans le 11 de départ a très bien démarré avec, comme je viens de citer, Mbappé qui inscrit un but magnifique. Passement de jambes, petit pont, il la glisse en dessous du gardien. Puis Neymar sur une remise de Vitinha qui inflige le 2-0. Donc on se dit que Paris maîtrise son match, on se dit que ça va le faire. C'est la 20e minute, même pas. C'est ça, tout en début de match. Ouais, c'est ça. Et puis réduction du score côté monégasque, côté lillois. Oui. Merci Louis. Sur un centre tête, sur la tête. Et donc là, ils reviennent à la pause à 2-1. On se dit que c'est un match finalement qui est très bien parti. Et puis retour à la mi-temps, penalty pour Lille. Jonathan David qui le transforme à contre-pied de Donnarumma, 2-2. Et puis là, on voit le PSG qui retombe dans ses travers, un manque de caractère J'ai dans cette envie de te équipe. dire avant ça, il y a la blessure de Neymar. Oui. Ouais, et de Nuno Mendes aussi, Oui, j'ai oublié de le Mendes. préciser quand même. En première mi-temps, Nuno Mendes, ça aide pas l'équipe malheureusement. Et c'est ça, la blessure de Neymar, ça fait toujours aussi mal de voir ça. Pour revenir sur Nuno Mendes, quand même, on voit qu'il apporte quelque chose à cette équipe et c'est quand même une grosse perte. C'est un des meilleurs parisiens. Hein. Est-ce que c'est une blessure à long terme? Est-ce qu'on a des infos un peu là-dessus Nuno Mendes encore, hein. comme Neymar, en soi, ce serait pas si grave que ça, les deux. Après, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que il serait peut-être là, avec une infime chance contre le Bayern. Ouais, Neymar, Ce serait c'est 2-3 semaines. Neymar, c'est plus Ouais. 3-4 semaines. Il dit. Voilà, Neymar, donc c'est- ce sera c'est- sûrement c'est trop fini, juste. C'est pour le carnaval. Et connaissant Neymar, ça devient vraiment dur de récupérer Chaque année, surtout c'est au niveau de la chose. cheville. Chaque année, C'est ça. il est C'est toujours février. blessé. Après, on va dire, il fait pas exprès. Hein. Non, mais il y a son hygiène de vie aussi. C'est ça, mais quand on voit, Ça permet beaucoup de choses. ici c'est André quand même qui lui met Après, un là, petit coup. c'est juste un Oui. coup de la cheville. Ouais, là, il peut pas grand-chose. Mais, c'est bon, vrai. pour finir sur ce match quand même, Lille ensuite passe devant. 3-2, le PSG qui est au fond du trou, et même à 3-2 on les imagine pas se remettre dedans. Puis il y a un moment où ils enchaînent 2-3 actions et l'espoir renaît. Et là encore une fois Kylian Mbappé sur un 1-2 entre Verratti Bernat côté gauche. Petite remise en retrait pour Mbappé, on connaît sa finition, ça bégaye pas. 3-3. Et Et là, on est à la 87e minute, c'est-à-dire c'est qu'à la ça. 86e minute, il y avait encore 3-2 pour Lille. puis fin de match complètement magique, le PSG qui a un peu plus le ballon. Et celui qu'on n'a pas vu tout le match, Lionel Messi, commence un peu à se réveiller. Il fait des petits dribbles. Il a même une occasion de marquer, mais c'est Bernat qui reprend. Et puis dernière minute, il s'élance dans le camp adverse, pardon. Il est accroché par Benjamin André en dernier secours qui tente le tout pour le tout parce que sinon c'était peut-être but. Et qui se Mais- prend un jaune orangé. Ouais. Ouais, un jaune orangé, mais derrière ça offre un coup franc à un homme qui s'appelle Lionel Messi, si bien placé. Et dans les moments comme ça, c'est là où on voit les grands joueurs, on va dire. Et puis Lionel Messi, côté ouvert, il croise sa frappe côté ouvert. Sur un chevalier à la cage qui n'a rien pu faire, poteau rentrant, Bah. et Messi qui fait exploser le parc à la 94e. Il y a certains spécialistes qui se posent la question de comment il a placé son mur en fait. Paraît-il qu'il C'est était vrai. trop excentré, donc il y a aussi ça. Mais il y a Et- aussi Danilo Pereira qui, on le voit sur un Il ralenti. fait un très bon travail, ouais. Ouais, Il se baisse au bon se moment. baisse et il dérange aussi la défense, c'est légal. Mais comme le dit Louis, il faut pas faire de cadeau à des mecs comme Messi, Ouais. encore moins sur coup franc. Et justement, Jordan, t'as dit que Messi, voilà, c'est là où on voit les grands joueurs. Mm. Par contre, pendant 94 minutes, il a été fantomatique dans ce match. C'est ça, Ouais, mais mais- à la fin, on retient quoi? Son but. Oui, mais imagine, il se passe l'inverse. Paris perd. Je pense C'est que sûr, la mais faute Paris revient gagne. sur Mais Messi. Paris gagne. Il est là le problème. Oui, C'est que et ça va être c'est aussi limite. pour ça que c'est là la différence entre Messi et n'importe quel joueur, c'est qu'il fait 93 minutes Totalement. automatiques, mais tu peux pas le remplacer parce qu'on ne sait jamais, et c'est ce qui est arrivé à la 94e, il peut y avoir un Il y a coup le franc Qatar comme ça. au-dessus, tu peux pas le remplacer. Qui? J'ai même pas. Il y a le Qatar qui est au-dessus et Ouais. t'as pas envie de remplacer Messi. Mais c'est sûr que là, le coaching Oui, de mais- Galtier n'a pas vraiment fonctionné. C'est-à-dire qu'il a laissé ses Totalement, stars. surtout quand on voit que Le Campos coaching de rentre sur Campos. la pelouse à la fin, au bord de pelouse, on se dit que bon, ça va peut-être enchaîner avec la suite, mais Galtier n'a plus les clés. Ah ouais. On en parlera un peu après, mais d'abord on va peut-être revenir rapidement sur les autres résultats de Ligue 1 parce qu'il n'y a pas que Paris Ouais. en France. Bon, cette journée, elle s'est ouverte avec un match de l'Olympique Lyonnais qui s'est déplacé à Auxerre. Défaite de l'Olympique Lyonnais 2-1. Malgré une ouverture du score et une totale maîtrise en première mi-temps, ce but de Moussa Dembélé qui vient récompenser une mi-temps
correct des Lyonnais qui méritent leur score. Dès que Laurent Blanc n'était pas à la tête de l'Olympique. C'est ça, c'était encore une fois Franck Passy, et je pense que le coaching, on va pouvoir en parler sur cette deuxième mi-temps, parce que des Auxerrois qui reviennent à un partout sur penalty. Après une situation où ils auraient peut-être pu en avoir un qui n'a pas été donné par l'arbitre, finalement ils en obtiennent un avec un joueur très très bon, j'ai oublié son nom, je suis désolé, mais il rentre dans la surface et il se fait faucher par Diomandé. Un partout. C'est Gaëtan Perrin, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, c'est pas Gaëtan Perrin qui marque le but, mais non, c'est pas Mensa. Je sais, non, c'est pas Mensa. Non. Mais D'Acosta, c'est pas d'Acosta. Peut-être, en vrai je veux pas dire de bêtises, mais le deuxième but il vient sur un très bon centre, et encore une fois Diomandé qui est fautif au marquage, ça fait 2-1 et ça vient 2 minutes après l'égalisation. Mais dans l'enchaînement 1 minute 53e. Voilà, et donc on se dit que l'OL va pousser, l'OL va faire des changements offensifs pour essayer de revenir. Bien non, l'OL fait rentrer 2 milieux défensifs. Je suis pas coach, mais je pense qu'il y avait mieux à faire quand même. Même si à la fin ils font rentrer Barcola un peu tard. Le coaching de Franck Passy, il n'a pas été exceptionnel, même si Laurent Blanc, parce qu'il était au téléphone derrière avec quelqu'un du staff. Pendant la causerie de la mi-temps. Voilà. Il a redonné des instructions à Dembélé et à Sarr. Donc l'Olympique Lyonnais qui stoppe sa bonne série et qui retombe dans ses travers. Ensuite, en Ligue 1, il y a eu ce match entre Montpellier et Troyes qui s'est soldé par un 1-0 de Montpellier, mais 2 cartons rouges. C'est les seuls qu'il y a eu sur cette journée. À noter aussi la belle victoire de Reims, 4-0. Non, pardon, la victoire de. Reims, ils ont fait... Reims 0-0 contre Nice. Ça fait pas les bonnes opérations. Et puis Marseille qui s'impose 3-2 contre Toulouse, qui s'est fait un petit peu peur dans les dernières minutes avec la réduction du score. C'est un beau match aussi. Oui, très beau match. Même si c'est dur de voler la vedette à ce PSG Lille, mais Marseille qui continue, honnêtement. En attendant le Classico, il se prépare assez bien. Ce qui est marrant avec l'équipe de Marseille, c'est que même quand ils perdent le match, ils perdaient 1-0 au début. On a toujours l'impression qu'ils vont le gagner finalement. Ils sont forts. Ils perdaient, ils se faisaient dominer par une très belle équipe de Toulouse qui était là sur les duels, dans l'intensité, et qui techniquement était très juste. Qui, si je ne me trompe pas, n'avait pas encore perdu en 2023. Une fois contre Paris. C'est très fort avec des fans de Bowman, Fares Chaibi. C'est une très belle équipe, cette équipe de Toulouse. Et Toulouse qui est l'équipe d'ailleurs d'Europe qui a marqué le plus en 2023, je crois. Il y avait cette stat. Ça c'est beau. Oui, mais il y avait 2 matchs de Coupe de France contre des R1 et des voilà. Ça aide. Après chaque ligue a sa Coupe de France. Oui, c'est vrai. Petit point sur le classement avant de passer à la suite. Les gros qui confirment, le PSG qui garde son avance, Marseille qui suit, Monaco qui suit, Lens aussi qui se reprend, Lille pareil, Lyon malheureusement qui va rester dans cette zone de 9, 10e. Et puis derrière, il y a ceux qui font la bonne opération, c'est clairement Auxerre, là, qui, avec ce 2-1 contre une grosse équipe, on va dire. Et Montpellier aussi, qui sort un peu de cette zone. Ouais, Montpellier, ça va faire du bien. Par contre, derrière, les équipes comme Strasbourg, 3, ça va devenir compliqué. Mais voilà, les gros ont confirmé et les petits ont fait quelques surprises. Et la semaine prochaine, un match qui pourrait presque déjà décider du titre ou non du Paris Saint-Germain au Vélodrome. Donc ce sera un match le classique. On en a beaucoup l'habitude en ce moment entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Un club en crise qui sort d'un exploit, un autre club régulier depuis août. Le choc il va être très très beau. Si je devrais me mouiller personnellement, je mettrais un match nul parce que ces Marseillais, je les vois pas perdre. Franchement, ils sont bons là où le PSG n'est pas bon. On reviendra dessus un peu plus rapidement jeudi. Du coup, ce sera juste avant le match. Mais peut-être Louis et Théo, est-ce que vous avez un petit prono, Louis, pour commencer sur ce match? Moi je vois un match très très serré et si Paris continue à jouer comme ça, Marseille va s'imposer pareil qu'en Coupe de France 2-1. Avec les buteurs peut-être. Oui, les buteurs, Jordan, peut-être le score exact même. Score exact, un partout. Je dirais Mbappé, Alexis Sanchez. Et Louis Alexis Sanchez, Mbemba et on va aller du côté de Paris sur un Messi. Mbemba d'ailleurs qui tire souvent et qui a marqué hier, qui a fait 6 tirs. C'est assez incroyable pour un défenseur central. Théo, ton prono avec les buteurs? Pareil, je pense que Marseille ne va pas perdre, surtout qu'ils sont affrontés il y a quelques semaines en Coupe de France. Et c'est au Vélodrome en plus. Ouais. Donc non, je pense que un petit 1-0, but de
Malinowski. C'est fou quand même. Hein. Personne ne voit le PSG gagner quand même. Mais le PSG, de toute façon, a le droit à un joker. Ils ont 6 points d'avance. 5 points d'avance. Ils perdent 2 classiques d'affilée, attention. Ça ferait mal, mais ils ont le joker. Et en plus, après, il y a le Bayern 3 jours. Ils ont un très gros calendrier, le PSG, là. Oui. On va passer maintenant aux sportifs du week-end. Alors, vous avez donné chacun votre sportif qui a brillé ce week-end. On va commencer avec toi, Louis. Quel est ton sportif ? Moi, mon sportif, c'est Ginis, le skieur grec qui est arrivé deuxième au slalom champion du monde, exactement. Donc, c'est la première fois qu'un grec se positionne est sur le podium lors d'une compétition de ski. Et voilà, moi, je voulais le souligner et puis montrer que le ski grec commence à montrer le bout de son nez. Ok. Et Théo, c'est quoi ton sportif ? C'est qui ton sportif, pardon ? Nando De Colo, quand même. Fierté lyonnaise et française aussi. Et puis, il fait un tournoi de la Leaders Cup juste incroyable. Le patron. MVP de la Leaders Cup. Et il fait 3 matchs où il mène littéralement l'Asvel jusqu'au titre. Avec 20 points au final, notamment. 20 points, ouais. Et puis dans le premier match contre les Mets, il tient tête à un Victor Wembanyama d'une main de maître, vraiment. Il a mis plusieurs tirs où c'était Victor qui défendait sur lui et c'était clairement le leader de l'équipe, le leader de la Leaders Cup, si je peux me permettre. Donc voilà, Nando De Colo pour moi. Et Jordan, toi, il me semble que c'est aussi un basketteur. Un basketteur, Mac McClung, comme j'en ai un peu parlé tout à l'heure, qui a remporté le dunk contest durant ce NBA All-Star. Et si j'ai décidé je pouvais mettre un autre sportif, mais si j'ai décidé de le mettre, c'est surtout parce qu'on nous annonçait un concours mort. Il lui a redonné un peu de vie. Et il a un air frais sur ce concours et ça fait plaisir de voir qu'un jeune comme ça qui n'est absolument pas connu vient briller et se montrer aux yeux du monde. Puis en plus je trouve qu'il a un côté quand même attachant, il était ultra décomplexé et il était tout souriant comme un gamin et il a un peu l'image qu'il renvoyait quoi. Ouais, Louis, tu nous as parlé un peu de Ginis. Maintenant on va passer à un petit point sport d'hiver avec Théo, et il s'est passé notamment beaucoup de choses en biathlon avec le relais français notamment qui a brillé ce week-end. Ouais, on a eu sur cette quinzaine donc 2 championnats du monde, celui de biathlon et celui de ski alpin, mais j'ai commencé avec le biathlon. Et tout d'abord, petit point français, surtout avec ce magnifique relais masculin samedi qui s'est imposé tout simplement, qui a battu tous les pronostics face notamment à cette équipe de Norvège qui avait déjà gagnante. Oui, voilà, exactement. Et puis surtout, ils avaient des gagnantes, mais vu leur équipe, t'as les 2 frères Beu, t'as Legret, t'as Christiansen, ils peuvent se permettre. Ces 4 garçons qui font presque à toutes les courses top 5, donc c'est normal qu'ils se voyaient gagner. On l'a vu durant ces championnats, évidemment. Et donc la médaille d'or sur le relais. Et puis je voulais revenir aussi sur l'homme de cette quinzaine qui est tout simplement Johannes Beu. 5 médailles d'or, 7 médailles en tout. Il a tout raflé et c'était vraiment l'homme. Il était intouchable sur ces championnats du monde. Il est tombé. Ah, mais quand il est avec d'autres, apparemment, il est prenable. Mais quand il est seul, c'était vraiment. Mais il a frôlé le septuplé, parce que c'est vraiment pas passé à grand chose pour lui. Et peut-être en ski alpin aussi, quelques performances des Français. Ouais, alors en ski alpin, il faut tout mettre sur les épaules de Alexis Pinturo qui a ramené les 2 seules médailles françaises. Il a remporté une médaille d'or sur le combiné où il avait fait 2 manches parfaites et sa médaille de bronze c'était sur le géant la semaine dernière. Et après il y a eu une petite déception, Clément Noël en slalom qui c'était dimanche. Il avait fait une erreur en première manche et en deuxième il finit à 4 centièmes je crois du podium. Il fait 3 centièmes de Vinatzer. Ouais voilà, 3 centièmes donc, et c'est terrible parce qu'on se dit que 3 centièmes sur n'importe quelle manche il aurait pu aller les chercher, surtout dans la deuxième il part sur un faux rythme et c'est dommage, mais au final Alexis Pinturo quand même qui s'illustre, il fait partie des meilleurs à la maison en plus. Ouais, chez lui il a fait partie des meilleurs skieurs avec Marco Odermatt qui remporte 2 médailles d'or. Et Marco Odermatt, lui, j'ai été le Johannes Beu du ski alpin. Peut-être pas à ce point, mais il a gagné. Presque le début de la saison, il rafle presque tout. Oui, c'est le meilleur skieur du monde en ce moment. Ah ouais.
Il est en tête du Globe de Cristal et là sur ces championnats du monde il remporte 2 médailles d'or sur la descente qu'il n'avait jamais remportée. C'est la première fois qu'il remporte une descente de sa vie, c'est celle des championnats du monde. Et voilà, et sur le Super G je crois qu'il remporte la 2e médaille d'or. Il est intouchable. Incroyable. Intouchable cette année. Eh bien, merci Théo pour ce point sur le sport d'hiver. On va retourner au football et faire un point sur la Ligue des Champions. Mais avant ça, on va accueillir notre spécialiste en calcio italien. C'est Floriano qui va venir sur le plateau pour nous parler de Naples-Francfort. Si on peut avoir une petite transition. Et donc on va faire un point. Bonsoir déjà. Bonsoir messieurs. On va faire un point sur l'avant-match de Naples-Francfort qui se déroulera demain à 21h, Floriano. Exact, ouais. Lancement de ces 8e de finale pour Naples et pour Francfort. Alors on sait que Francfort s'est qualifié pour les 8e. C'est qualifié en Ligue des Champions par le biais de la Ligue Europa, l'année dernière. Ils ont une saison, je dirais, qui est en dents de scie. Ils ont Kolo Muani qui a inscrit son 10e but. Très bonne saison, Kolo Muani. Qui débute très bien. On y reviendra. On y reviendra juste après. Et qui a inscrit son 10e but sur la dernière partie. Maintenant, c'est irrégulier. Voilà, on a 2 victoires, une défaite. 2 victoires, une défaite. C'est plus ou moins la même cadence. Face à un Napoli qui plane, qui est aux anges, avec le duo Kvaratskhelia-Osimhen, meilleur buteur pour Osimhen de Serie A et 18 buts et 10 passes décisives pour 8 passes décisives pour Kvaratskhelia, 9 autant pour moi je rectifie, mais 10 buts en plus. Donc c'est vraiment le duo en plus. Il y a le duo de la Serie A, le duo de l'année presque, parce que le Napoli c'est c'est toute compétition confondue ou c'est en Serie A? En Serie A. Ok. Le Napoli est largement en tête du championnat avec 62 points, alors que l'Inter, deuxième à 47 points. C'est une avance colossale et il y a ça nulle part ailleurs en Europe. Donc ça s'annonce pas triste et forcément il y a le Napoli peut être favori par rapport à ce duo et peut-être déjà prendre des points sur ce match à l'extérieur. Il y a une réponse dans le banc aussi avec Simeone. Il y a vraiment de quoi piocher dans la réserve. Bon, même côté, je dirais Francfort aussi. On peut retrouver des joueurs comme Kevin Trapp, Mario Götze, des joueurs aussi qui ont l'expérience aussi. Donc, il sort d'une victoire en Coupe d'Europe aussi, sur l'Europa League. En plus. Contre la Roma. En plus contre la Roma. Contre la Roma, donc il la Roma n'est pas Naples italien. C'est vrai. Maintenant, c'est le football. C'est le football, on ne sait jamais, c'est ouvert. C'est jamais gravé dans le marbre. Dans le football, il y a toujours des surprises. Comme ça, sur le papier, il y a un avantage certain chez les Italiens. Après, on va laisser place aussi à la magie du foot. Et on a bien envie de voir Naples en Europe. Et du coup, pronostic, Floriano, ton pronostic pour ce match? J'ai bien envie de... Je pense qu'il y aura des buts. Les deux équipes vont être en forme. Je dirais 3-1 pour Naples. 3-1 pour Naples, à l'extérieur? À l'extérieur, ouais. Okay. Ça, c'est beau. Jordan? Je vais voir un match nul, un 2-2. Voilà. Okay. Et Louis? Moi, je vois bien un 2-1 pour le Napoli. Okay. J'ai juste oublié les buteurs. Floriano, si tu vois les buteurs... Au moins un. Est-ce que Osimhen il va en mettre un? Déjà, je vois bien Osimhen marqué et je vois bien un but aussi de Simeone qui va rentrer peut-être en fin de super partie, sub, qui en général est décisif en Ligue des Champions sur des fins de match comme ça. Et tu vois pas Gvara marqué ou Alors on en avait dit un, j'ai débordé, j'ai dit 2, mais j'aimerais bien le voir aussi pour le 3e que j'ai pronostiqué. Évidemment. Jordan, les buteurs? Classique Osimhen pour Naples, que je dois mettre un doublé. Doublé, ok. Et puis en face, Randal Kolo Muani qui lui répond par un doublé et lâcherait aux anges. Louis? Moi, je vois bien Kolo Muani marquer en premier et Naples répondre avec Elmas et Simeone. Okay. Petite statistique, Victor Osimhen, sur ses 7 derniers matchs, c'est 8 buts. C'est beau.
dont 6 sur ses 5 derniers matchs. Donc vraiment. C'était pas arrivé depuis. J'ai plus l'info exacte, mais ça faisait un moment que c'était pas arrivé d'affilée comme ça. En Serie A. Ouais. Ok. Osimhen qui est vraiment au top. Merci Floriano pour ce petit point. Petite transition et on passe sur Liverpool-Real Madrid. On retrouve Théo pour parler de quand même l'affiche qu'on attend ce mardi, un énorme match entre Liverpool et Real Madrid. C'est peut-être pas l'affiche du siècle puisque on connaît la forme de Liverpool qui est dans le ventre mou du classement de la Première Ligue, et au contraire le Real est vraiment à son top. Non, Théo, je te vois. À son top, le Real, je sais pas ce que j'aurais dit. Là, ils ont gagné contre Osasuna. C'est vrai. Mais ils ont gagné, mais c'était vraiment pas le meilleur Real qu'on a vu. Ils marquent les 2 buts, je crois, dans les peut-être 20 dernières minutes. Et ça a été laborieux contre Osasuna, qui est au milieu de tableau de Liga. C'est sa 78e minute, le premier but, et ensuite Asensio dans le temps additionnel. Exactement, il y avait aussi eu un but refusé, mais donc au final ça fait 2-0. Mais en même temps, en face, il y a Liverpool qui a gagné ce week-end, il me semble. Ils sont repris, ils ont redémarré. Voilà, mais voilà, comme tu dis, Newcastle, parce que juste une info, Kroos et Tchouaméni ne seront pas dans le groupe pour affronter Liverpool. Tchouaméni, c'est quand même cette saison, c'est peut-être pas un pilier, mais c'est un très gros joueur du 11, du Real. Et Kroos, alors on sait jamais s'il est titulaire cette saison parce qu'il commence à avoir ses années, mais c'est toujours un pilier madrilène, parce que grâce à son expérience et toujours sa qualité dans le jeu. Mais donc ça va être une rencontre très ouverte, je pense. Mais après, moi, je vais laisser mon côté amoureux du Real de côté, mais je pense que le Real va se contenter peut-être d'un nul là-bas pour finir le travail à la maison. Se contenter d'un nul à Liverpool, enfin à Anfield, c'est pas mal. Ce serait quand même une. Franchement, oui, je pense que s'ils en ont l'opportunité, évidemment, s'ils peuvent gagner, évidemment qu'ils le feront. On va pas se mentir, mais un nul à Liverpool. Je pense, avec leur forme actuelle, je pense que c'est déjà correct. Il ne faut pas négliger Liverpool en Ligue des Champions. C'est 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Leur seule défaite en phase de groupe, c'était contre Naples dans le tout premier match. C'est-à-dire que là, ils sont sur une série de 5 victoires. Donc c'est pas très, très différent du championnat. Puis Liverpool, on va dire que vraiment, le moment où ça a commencé vraiment à plier, c'était après la Ligue des Champions. Le début de saison en championnat, il n'était pas exceptionnel, mais il était correct. Mais après, dès que la Ligue des Champions, dès que la phase de groupe s'est terminée, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais oui, tu as raison de le souligner, en Ligue des Champions, c'est fort, et ça va être une belle rencontre. On l'a même pas évoqué, mais c'est quand même la finale de la Ligue des Champions 2022, avec une victoire. Le foot va vite. Et 2018, donc franchement, c'est quand même une top affiche. Et aujourd'hui, on l'a décrit comme 2 équipes. Alors le Real, toujours 2e de son championnat, mais en difficulté. Et Liverpool, bon. Je trouve que le Real, faut jamais l'enterrer, surtout quand il est derrière le mur. Voilà. Si on faisait ce discours il y a un an, face au PSG, on leur donnait peu de chance, et encore une fois, ils vont au bout. Face à City, surtout. Face à City, ouais. Et contre Chelsea, les 3. Les 3, c'est des remontadas. Est-ce qu'on peut avoir vos petits pronos à tous les 3 pour ce match, Théo, pour commencer? Toi, du coup, tu vois plutôt un match nul? Moi, oui, je pensais un match nul. Après, côté buteur, je vois bien un Rodrigo. Et côté Liverpool, peut-être Nunez. Jordan. Victoire du Real Madrid 1-0 avec un penalty de Karim Benzema. Ok, Louis. Victoire de Liverpool 1-0 avec un but de Gakpo. Surprenant. Gakpo de retour. C'est osé. Pourquoi pas? Corentin, un petit prono ou pas? Pour aller, victoire du Real 2-1, doublé de Karim. Okay. Et côté Liverpool, but de Salah. Et toi, Timothée? C'est compliqué à dire. Ça aurait été à Madrid, j'aurais dit Madrid. Mais là, je vois peut-être un match nul, un peu timide, un petit 0-0. Voilà. Un match mauvais. Pas, un mauvais match. Bon, merci pour ces petits pronos. Et évidemment, on en a parlé juste avant de Kolo Muani, mais on voulait revenir. Et toi, Louis, tu voulais revenir un peu plus longuement sur ce joueur qui nous a rendu très triste en finale de Coupe du Monde, mais qui réalise
des choses exceptionnelles depuis à Francfort. Très triste. Bon, on va pas remettre toute la faute sur lui. Bien sûr. Mais non, avec Francfort cette saison, c'est une véritable métamorphose, c'est une superbe découverte. Un des joueurs les plus complets offensivement que j'ai pu voir. Alors cette saison, toute compétition confondue, il est à 15 buts et 12 passes décisives. Voilà, donc pour Francfort, c'est vraiment un élément énorme. En plus, il arrive gratuit là-bas. Et d'ailleurs, petite stat, la saison dernière, en Bundesliga, Francfort met 45 buts cette saison. Et Francfort est maintenant en Bundesliga, à l'heure actuelle, à 42 buts. Ok. Donc on voit vraiment l'impact de Kolo Muani, même cette polyvalence. Alors il joue énormément BU, mais il peut jouer AT dans le système de l'entraîneur qui joue en 3-4-3, voilà, si j'ai pas envie de dire de bêtises, avec 2 AT. Et, pas avec des ailiers, mais avec des joueurs avec des joueurs regroupés, exactement, avec Lindstrom, Kamada, il a beaucoup de... Et Godze aussi. Godze, exactement. Donc lui, il s'est vraiment fait une place de choix et il arrive vraiment à subliminer cette attaque de Francfort. Et face à Naples, je pense qu'il peut faire quelque chose. C'est sur lui que Francfort va se reposer. C'est grâce à lui que Francfort va créer quelque chose offensivement. Et il a une énorme polyvalence, que ce soit tactique et aussi, oui, du coup, comme je l'ai dit, technique. Techniquement, mettre 15 buts et 12 passes D, c'est énorme en fait. L'attaque repose un peu sur lui en fait. C'est surtout les 12 passes D qui sont impressionnantes quand même pour un attaquant. Mais moi je voulais faire aussi un petit parallèle avec Nkunku la saison dernière. C'est un petit peu pareil, ces jeunes Français qui arrivent en Bundesliga et qui explosent dans le championnat. Il y a 3-4 ans où il y avait Anthony Modeste aussi. Ouais, même à la salle c'est le championnat qui veut ça, la Bundesliga. C'est un championnat petit nom. Donc comme je disais, la Bundesliga c'était un championnat très offensif qui même se vante d'être offensif. C'est ce qui le rend attractif surtout. Exactement. On peut voir le parallèle avec les défenseurs. Par exemple, je vais prendre Robin Knoch, Knorr, excusez-moi, j'ai pas fait LV2 allemand, qui quand il arrive à Leeds n'est pas très très bon défensivement, mais il y a une qualité de relance quand même qui est très très importante. C'est ça en fait qu'on privilégie là-bas, c'est plutôt le jeu offensif plutôt que le jeu défensif. C'est beau à voir un match allemand. C'est très beau à voir et la Ligue 1 du coup commence à se baser dessus parce qu'on voit que les résultats en Europe marchent aussi. Donc il y a la France qui, c'est un petit débat, voilà. Ils veulent aussi limiter en passant à 18. Comme en Bundes. Petite stat sur Randal Kolo Muani. Depuis son retour à Francfort après la Coupe du Monde, il a marqué 7 buts en 7 matchs. Oh là. Je sais pas pourquoi on remonte cette image, mais évidemment on s'en souvient, c'était 120e minute. Mais c'est lui aussi qui a sonné la révolte. Oui, il rate là, mais c'est grâce à lui qu'on y a cru quand même. À la régie là. Puis face au Maroc, ils veulent pas. Un ballon touché, un but. Donc non, mais Belge à la régie. Kolo Muani apporte quelque chose de neuf, apporte une polyvalence, une complémentarité qui est très très importante à Francfort et c'est le jour à suivre pour moi de ces deux affiches de ce mardi. Et qui pourrait faire la différence entre deux équipes qui sont vraiment tournées vers l'attaque et on pourrait voir des scores faramineux sur les deux matchs. Ça peut aller vite. Ça peut aller très vite, évidemment. Exactement. Alors on va passer maintenant au jeu de la soirée. Il va être... Donc voilà, vous avez tous vos stylos ou Théo, ton PC. Le but, ça va être... Il faut pas tricher, voilà. Le but, ça va être de donner la composition exacte au choix entre le Real Madrid ou Liverpool de la finale 2018. 2018. Voilà. Donc on a 22 joueurs à citer. Non. C'est au choix. Tu peux choisir soit Liverpool, soit le Real Madrid. Ah ok, autant pour moi. Donc vous choisissez et on se rappelle une finale incroyable. Bah évidemment. Le Real qui avait gagné cette finale 3 buts à 1. On va pas... En 2018 à Kiev. Je suis perdu. Et on va pas citer les noms, mais on avait eu une sacrée retournée. Alors on donne déjà des indices. Oui, mais il n'était pas titulaire. Ah, faut pas arrêter. Ah merde. Après, ils ont peut-être pas choisi le Real Madrid. Vous pouvez aussi choisir Liverpool, qui est, je pense, plus simple à trouver que le Real Madrid. Ah, je sais pas. Franchement, il y a des petites subtilités dans le Real Madrid qui font que ça peut être difficile. On a le droit aux abréviations, on est d'accord hein. Oui, bien sûr. Merci. Pourquoi tu penses à quoi, Louis? T'inquiète. Donc Louis, t'es parti sur quel compo déjà? Moi, je suis parti sur Liverpool. Ok. Jordan? Liverpool aussi? Théo? Ouais, Madrid. Voilà. On a un Madrilène. C'est bien, on va avoir les deux compos. J'en étais où maintenant? Allez, on vous laisse encore
10-20 secondes. Un peu plus, une trentaine de secondes quand même. Faut quand même écrire. C'est des experts, c'est des experts. Ah bah oui, mais bon. Il m'en manque un. Et en plus, si vous avez la bonne disposition, c'est un point bonus. Ah, autant pour moi. Bon, en vrai, je l'ai. Pour Liverpool, je pense que ça peut passer. Pour le Real Madrid, ça va être plus compliqué. Ouais. Plus compliqué pour le Real. Quand on me dit que le Real Madrid, c'est vraiment pas la compo. Et on espère que vous aurez tous un 11 sur 11 parce que c'est faisable. Hein. Au moins 9 sur 11, je pense que. Oh, 9, c'est facile, c'est trop facile. C'est quand même des experts, hein, faut pas l'oublier. Hein. Arrête. Pardon. Ouais, 10 secondes. Oui. Allez. 9, 8. Bon. C'est fini, Théo. Ouais, non. Perso, Théo, c'est fini. Il m'en manque un, mais. Non, pas moi. Allez. Ok, allez. J'hésite. Allez, 5 secondes. Ah non. Moi, je le mets Latéral gauche. T'as douté sur le deuxième central. Allez, terminé. C'est terminé. On va passer d'abord à Liverpool, comme vous êtes deux à l'avoir donné. Et Louis commence parce que je vois déjà une erreur sur ta feuille. Je suis très déçu de toi. Okay. Allez, Louis, ton gardien. Karius, évidemment. On s'en souvient. Qui avait fait la boulette. Est-ce que je réponds en même temps ou pas? Oui, répondez en même temps, ce sera plus simple. Karius, on l'avait. Allez, ok. La charnière centrale, ouais. Alors, moi j'ai mis Van Dijk et Matip. J'ai mis Van Dijk, Lovren. Ouais. Lovren. Allez. Défenseur droit. Trent Alexander-Arnold. J'ai mis TA. Ouais, TA. Attention, ouais, TA, autant pour moi. Et à gauche, du coup Robertson. Oui, facile ça. Robertson. J'hésitais avec Moreno. Est-ce que vous avez le dispositif déjà ou pas? 4-3-3 à point de base. Ok, déjà c'est un point bonus. Allez, un point bonus pour les deux. Le milieu défensif, du coup, qui joue en rôle de numéro 6. Là, peut-être une erreur de ma part, j'ai mis Fabinho. La même. Non, c'était pas en 2010. Anderson. Ah ouais, Anderson, Jordan Anderson. Et du coup, vous avez les 3 milieux, à part Fabinho, vous avez les 2 autres milieux. Doom et Milner. Ouais, j'ai mis, c'est bon. C'est bon. Et l'attaque maintenant? Moi j'ai mis Mané Salah. J'ai mis Mané, Salah, Firmino. J'ai mis Origi, moi. C'était Firmino. C'était Firmino. Aïe, Louis. Pour la finale, c'était Firmino. Franchement, mais non, c'est contre Tottenham. C'est ça. Jordan, c'est un 10 sur 11 plus le point bonus, du coup? Ouais. 11. Est-ce que Théo va faire mieux avec la compo du Real, ton dispositif? J'aurais dit 4-3-1-2. Voilà, bien, très bien. Avec Navas, Carvajal à droite, Ramos Varane. Ouais. À gauche, je l'ai pas. Oh non. Tu l'as pas à gauche? À gauche. Bah quand même, capitaine. Franchement, pendant il soulevait le. Ben je suis con, putain. Tu l'as? Ah oui, Marcelo. Ouais, je l'ai oublié. Et oui. Pour le match nul au moins. Si je l'ai pas à cause de ça. Modric, Kroos, Casemiro. Évidemment. Et Isco en 10. Ouais. Il est fort. Et Benzema, Ronaldo. C'est ça. Attendez, et j'ai le sub Isco, Gareth Bale. Ça compte. C'est. Franchement, ça joue entre Jordan et Théo. Je te laisse trancher là-dessus. Il y a égalité, comment on peut se départager? Il faut trouver le remplacement du but, quoi. Est-ce que vous savez. Ah ouais, non, mais je peux pas poser la question. Qui a marqué le premier but entre vous deux? Karim Benzema sur l'erreur de Karius. Très bien. Allez, bonne réponse. But à la 51e minute. Jordan victoire qui gagne. De Jordan. Louis, très décevant, mais bon. On passe à la suite. On passe à la suite. Et toute nouvelle rubrique pour cette nouvelle émission avec Alizé qui va arriver et faire un récap de tous les sports de la semaine. On va laisser Jordan à tout à l'heure, les gars. Quelques minutes et revenir plus tard. Petite transition. Bonsoir Alizé pour cette première émission de Débris Sport pour toi. Bonsoir à tous. Bonsoir Timothée. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette toute première édition du récap d'Alizé. Donc tout d'abord, on commence avec le mondial de ski chez les femmes. Personne ne s'attendait à voir Jasmine Fleury sur la plus haute marche du podium de la descente femme des mondiaux. Grosse surprise. De ski alpin à Courchevel et Miribel. À la surprise générale, la Suissesse de 29 ans a levé les bras samedi 11 février devant l'Autrichienne Nina Ortlieb et sa compatriote Corinne Sutter après avoir réalisé une course juste et intelligente. Elle devient alors la deuxième championne du monde suisse de la descente.
Toujours dans les sports d'hiver, le patineur artistique français Adam Siaohimfa a été sacré champion d'Europe pour la première fois. C'est le premier titre européen de sa carrière et le premier d'un Français depuis 2011. Et quand même. Ça remonte depuis 2011. Ouais, c'est vrai que ça fait un sacré bout de temps quand même. Maintenant, on se dirige vers le Moyen-Orient, où s'est déroulé l'UCI Asia Tour, qui est un ensemble de courses de cyclisme. Matteo Jorgensen a remporté le Tour d'Oman ce mercredi 15 février sur le plus petit des écarts, soit 1 seconde. C'était au sprint, il me semble. Ouais, c'était au sprint entre le peloton, donc c'est une belle victoire. Très 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 serré. Et donc l'américain de Movistar devance le belge Maury Vansevenant et le français Geoffrey Bouchard. Sur la vague, les championnats de France de surf auront de nouveau lieu à Biarritz à l'occasion de la 59e édition des France. Il y aura 500 compétiteurs qui sont attendus durant 8 jours, du 28 octobre au 5 novembre 2023. C'est à suivre. Et sachant que ça va être un gros événement au niveau du surf, ça va être médiatisé en tout cas, donc c'est un événement à suivre. Et surtout en vue des Jeux Olympiques de 2024 avec le surf qui fera son apparition du coup. Donc, exactement. On continue sur le football. Ce 18 février, les footballeuses camerounaises se sont qualifiées contre les Thaïlandaises avec un score de 2-0 à Hamilton en Nouvelle-Zélande. Elles affronteront le Portugal en finale des barrages le 22 février pour décrocher une place au Mondial 2023 qui se déroulera du 20 juillet au 20 août 2023. Quant aux Sénégalaises qui rêvaient de se qualifier, elles n'ont pas pu faire le poids contre les Haïtiennes avec un score de 4-0. Donc, elles ne disputeront pas les matchs de fin de compétition. Toujours dans le football féminin, l'équipe de France féminine s'est largement imposée, encore une fois ce samedi, sur la pelouse du stade Raymond Kopa pour la deuxième journée du tournoi de France contre l'Uruguay 5-1, après avoir gagné face au Danemark avec un score de 3-0. Badminton maintenant. Justement, encore un France-Danemark du coup. Exactement. Lors de la finale de l'Euro de badminton en équipe mixte, les Bleus ont poussé le Danemark tenant du titre dans ses retranchements, mais ont fini par s'incliner au bout du 5e match avec un score de 2-3. Comme en 2021, les Bleus remportent la médaille d'argent. C'est quand même une belle performance des Français contre les Danois qui dominent largement le badminton depuis plusieurs années, et notamment le Français Christo Popov qui a failli battre le numéro 1 mondial Victor Axelsen. Enfin, il a perdu en 3-7 finalement, mais c'est quand même une très belle performance des Bleus. Côté handball maintenant, ce samedi à Montpellier, ils ont poursuivi leur chemin en tête du championnat de France de handball en s'imposant difficilement à Nîmes 28-29 lors de la 17e journée de Liqui Moly Sterling. Le MHB prend provisoirement 2 points d'avance sur Paris qui joue à Célestat dimanche. Dans l'autre match de ce samedi, Toulouse a pris le dessus sur Aix dans les 10 dernières minutes, 29-25, grâce à un match énorme de son second gardien Théodore Paul, auteur de 15 arrêts à 50%. Le Phoenix profite de la défaite nîmoise pour remonter à la 5e place. Ce dimanche, le Russe Danil Medvedev a remporté le tournoi ATP 500 de Rotterdam aux Pays-Bas. Le 11e mondial a renversé l'Italien Jannik Sinner en finale 5-7, 6-2, 6-2. Le 11e mondial a perdu la première manche avant d'élever son niveau de joueur pour s'imposer face à l'Italien de 21 ans 5-7, 6-2 et 6-2 comme je l'ai dit précédemment. À noter également la victoire. Ah, tu voulais continuer sur le tennis ? Oui. Parce que je voulais rajouter quelque chose après, mais je le dirai après. Continue. Ok. Le Russe a ainsi mis fin à la série de 7 victoires consécutives de Jannik Sinner, entamée face à sa compatriote Lorenzo Sonego la semaine dernière au tournoi de Montpellier avant de dominer l'Italien Danil Medvedev.
Et également à noter le retour d'Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale qui jouait à Doha cette semaine et qui a complètement survolé ce tournoi avec une victoire 6-0, 6-1 au premier tour, une victoire par forfait au deuxième tour, une victoire 6-0, 6-1 au troisième tour et en finale 6-3, 6-0. Donc elle a gagné en disputant moins de 3 heures de match et c'est un record. Elle notamment, a pris que 5 jeux. Elle a mal digéré l'élimination à l'Open d'Australie au deuxième tour. Et c'est une très très belle performance à noter. Et bien maintenant, merci Alizé pour ce récap. On te retrouve jeudi pour un nouveau récap, le récap d'Alizé évidemment. On va passer maintenant, on va faire revenir d'abord Jordan, notre chroniqueur, et donc une petite transition. Et on va maintenant passer au football, mais au football américain, puisque dimanche dernier, on a eu la superbe finale du Super Bowl qu'on avait déjà un peu parlé. On avait parlé des playoffs et on a eu la finale entre Kansas City et les Eagles. Ça a été une finale très très tendue, très serrée jusqu'à la fin, jusqu'à un field goal d'Harrison Butker dans les 8 dernières secondes de la rencontre. On a assisté aussi à une énorme remontada entre la première et la deuxième mi-temps. Justement, on échangeait là-dessus, on parlait à la mi-temps et tu me disais non, impossible qu'ils remontent et finalement, je crois que tu t'es trompé. Hein. Ils sont remontés et... En plus de cela, c'était encore serré jusqu'à la fin. C'est-à-dire que jusqu'à 8 secondes de la fin, on ne savait toujours pas qui allait gagner le Super Bowl. C'est quand même historique ce qui s'est passé. Et on a vu des Eagles qui ne déméritaient pas de gagner, clairement. Juste pour donner le score, il y a 38-35 pour Kansas. Et on a vu un grand Patrick Mahomes qui... Pourtant, s'est blessé, on a eu peur, il s'est blessé à la cheville de nouveau. On a cru qu'il ne reviendrait pas sur le terrain et finalement... On y a cru et finalement il revient et il nous fait encore une masterclass, MVP de la finale, MVP de la saison. C'est le 7e joueur, il me semble, dans l'histoire à avoir été MVP de la finale et de la saison régulière en NFL, ce qui est quand même à noter. Et puis évidemment, on pourrait parler aussi de Jalen Hurts, le quarterback des Eagles qui a tout simplement brillé lors de cette finale. Ça aurait pu être aussi lui le MVP si les Eagles avaient gagné, mais finalement on a eu un Patrick Mahomes énorme. Et puis pour parler un petit peu du spectacle, on a eu évidemment le show à la mi-temps de Rihanna au Super Bowl. Bon voilà, ça c'est pas vraiment pour les fans de sport. C'est ce qui fait la beauté du Super Bowl aussi. C'est ce qui fait aussi la beauté du Super Bowl avec DJ Snake aussi côté français évidemment aux platines avant ce match, et on a eu tout simplement une grande finale. Théo, un match incroyable parce que 38-35 ça fait 5 ans qu'on n'avait pas eu un score aussi prolifique avec j'étais aussi les Eagles qui avaient perdu qui avaient gagné cette fois contre les Patriots, non? C'était contre les Patriots, 41-33 quelque chose comme ça, et là cette fois ils ont perdu. Mais oui, c'était un match incroyable. Tu parlais des quarterbacks. On a eu Jalen Hurts qui a marqué 3 touchdowns quand même. C'est impressionnant en finale de Super Bowl. Je sais même pas si ça arrivait. Dans une réception de 53 yards qui est incroyable sur le premier ou le deuxième touchdown de Philadelphie. Si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est le deuxième. Ouais, et 53 yards à la passe. Pour un touchdown, c'était exceptionnel, quoi. Et puis à noter que Kansas remporte son 3e titre dans son histoire, dont le deuxième de Patrick Mahomes. Ouais. C'est à noter parce que c'est quand même la nouvelle star de la NFL et il deviendra sûrement une légende comme Tom Brady. Et il a 27 ans. Il me semble. Ouais, il est pas jeune. Tout jeune non plus, mais s'il prend sa retraite comme Tom Brady, il lui reste encore de belles années quand même. Moi, j'avais une question. Est-ce que c'est plutôt une faute professionnelle des Eagles ou c'est vraiment Kansas qui a sorti un niveau de jeu Après, c'est impressionnant, mais c'est pas non plus rare parce qu'il y a quelques années, les Falcons ils s'étaient fait remonter par Tom Brady justement d'une 28 points ou 23 points. Ça doit être ça, ouais. Donc oui, c'est Kansas qui a montré un niveau de jeu incroyable et une fébrilité aussi qui est impardonnable. Et surtout à partir de la deuxième période. C'est-à-dire que là, quand ils reprennent le troisième quart-temps, les Eagles sont complètement un peu... Enfin, c'est pas qu'ils sont plus faibles dans le troisième quart-temps, mais c'est surtout que les Kansas se réveillent en fait. Il y a un ascendant psychologique qui est pris et dans ces moments-là... c'est quasiment inarrêtable. Puis on a eu les frères Kelsey qui s'affrontaient et finalement c'est Travis qui gagne.
C'était beau aussi. C'est une belle histoire, c'est le Super Bowl. De toute façon, c'est une fois par an, c'est la fête aux États-Unis. C'est ça. Mais nous, on va retourner au football traditionnel, au soccer. Avec peut-être juste rapidement, mais l'offre de rachat du Qatar pour Manchester United. Jordan, tu vas nous en parler rapidement parce que c'est quand même assez. C'est tombé dans l'équipe le Qatar qui aurait proposé 4,5 milliards d'euros pour racheter le club anglais. Alors ça soulève beaucoup de questions, notamment la principale, est-ce que cela, donc ça a même des impacts en France, est-ce que ça pourrait coûter au PSG? En soi oui, parce que l'investisseur, on va dire c'est le même. J'ai pas fait le V2 arabe, donc je vais pas écorcher son nom aussi. Alors, ce serait pas la même société. C'est ça, mais il y aurait quand même des fonds en commun. Donc beaucoup disent que le PSG serait le club second. C'est impensable quand on voit tous les efforts qui ont été faits pour que le PSG soit ici, avec des Messi, Neymar, et tout ce qu'il y a depuis 10 ans, enfin un peu plus. Après, c'est Manchester aussi, c'est un très grand club avec une plus grande histoire. Justement, un grand palmarès. Mais en même temps, Manchester, moi personnellement, je comprends pas l'intérêt parce que Manchester, ça fait déjà une grosse décennie qu'ils sont dans les 3 clubs les plus riches de la planète. Ils en parlent dans ce rachat. Une chose, Manchester, c'est un club très riche, mais des choses ne changent pas, notamment Old Trafford. L'investisseur souhaiterait rénover le stade, les infrastructures, comme Cristiano Ronaldo le disait, il part de Manchester United parce que le club n'a pas changé depuis 15 ans. C'est vieux, il faut tout remettre à jour. Sir Alex. Voilà, et exactement, sous les belles années, et il pense que rien ne change, alors que le football, ça change très vite. Alors voilà, le Qatar souhaiterait tout remodeler. Même si Old Trafford est quand même c'est un temple du football correct avec. Je pense que c'est plus sur les infrastructures internes. Oui, c'est ça. Augmenter les places. C'est ça. Ouais, augmenter les places, c'est déjà comme déjà pas mal, mais c'est sûr que. Parce qu'aujourd'hui, face à City qui monte en puissance, voilà. Qui est même largement passé au-dessus. Sportivement. Oui, sportivement. Populairement, United a toujours cet avantage, mais avec les années, ça peut. Ça, c'est un autre débat et on aura peut-être l'occasion d'y revenir une prochaine fois. Mais pour terminer cette émission, on va évoquer, on l'a presque jamais évoqué, ce sport depuis les. On avait évoqué les révélations. Oui, les révélations, mais on s'est pas attardé longtemps sur la Formule 1 du coup. Les révélations sont faites. Qui attendez-vous le plus cette saison, que ce soit chez les pilotes ou chez les équipes, chez les écuries, pardon. Louis, je te laisse commencer avec peut-être le pilote ou l'écurie que tu souhaites mettre en avant et de qui t'attends beaucoup cette année. Moi, je vais parler de McLaren déjà, et puis après, je m'attarderai sur les 2 pilotes. McLaren qui a beaucoup à jouer, on va dire oui et non, mais moi, je les attends surtout parce que c'est quand même, ça fait un moment qu'ils nous vendent une voiture assez performante, etc. Et là, cette année, après que Norris ait du mal à quand même à arracher les top 5, etc., il bataillait souvent. On n'attend pas ça de McLaren, avec Alpine qui revient en forme. Alfa Romeo l'année dernière qui a fait un peu peur au début de saison, mais ça s'est un peu calmé. T'es jamais à l'abri que quelqu'un, même Aston par exemple, te vole la place de devant, donc c'est à eux de maintenir ce même cap de performance. Et je sais pas s'ils pourront. On dit que cette voiture elle est pas performante. Le team principal qui est à droite sur la photo n'est pas totalement satisfait de la voiture, donc bon. Moi, ça se voit sa tête. Franchement, ouais, comparé à celui à gauche, ça se voit. Et moi, c'est surtout au niveau de Norris dont j'ai peur. Alors, c'est que mon ressenti, mais Norris c'est quand même un compétiteur. Alors, il est couvé chez McLaren, il aime McLaren, mais si pendant 2, 3, 4 ans, il gagne toujours rien, aucune course, bon, ce serait vraiment un bilan un peu catastrophique. Ouais. Mais qui dit qu'il va pas partir chez Mercedes, Ferrari, Red Bull, qui sont bien plus constants et bien plus performants. Après, la différence de cette année, c'est que Norris va passer en pilote principal. Enfin, je veux dire, il n'aura pas quelqu'un d'expérience avec lui. Il l'était par circonstance, parce que Ricciardo c'est un grand nom, mais les performances elles suivaient pas, donc au final ça a été Norris le premier pilote. Ils se sont vite rendus compte que Norris passerait avant. Voilà.
Norris qui a fini 7ème au général l'an passé et qui était évidemment derrière les 2 Red Bull, les 2 Ferrari et les 2 Mercedes. Donc c'est le premier qui arrive derrière. Et Ricciardo de son côté était seulement 11ème et évidemment a quitté l'écurie. Et je voudrais juste faire un tout petit aparté sur Piastri aussi, dont j'en attends beaucoup parce que ça a été un peu le petit vilain canard de cet été qui a fait énormément bouger les transferts. Donc à lui de montrer qu'il a fait un bon choix. Oui, on rappelle, il devait partir. Il avait une clause il dans devait son aller contrat. chez Alpine et maintenant il est allé chez McLaren. Et il a été couvé par Alpine. Il était un pilote Alpine. Il a été formé par Alpine. Et il y a eu l'annonce notamment sur le compte Twitter d'Alpine qu'il a été annoncé comme un nouveau pilote du coup de l'écurie, mais finalement ça a été annulé. Jordan, toi de ton côté Bon, je suis pas un très grand suiveur de Formule 1, on va dire, je suis un Formule X, mais j'essaie un peu de me renseigner. De ce que je vois depuis plusieurs saisons, celle que je vais attendre le plus, ça va être Ferrari et Charles Leclerc en particulier. Lui-même l'a dit, cette année la voiture, il a de meilleures sensations. Alors je vais pas m'attarder sur d'autres choses, je vais essayer de le croire. Puis cette écurie qui a besoin de retrouver la régularité et de la constance, pourquoi pas cette saison, un titre. Et on voit Red Bull a changé de moteur. Si ça marche pas, ça pourrait peut-être profiter à Ferrari en premier plan, même si derrière ça peut suivre. Et notamment Charles Leclerc, peut-être l'année ou jamais pour avoir un titre. Franchement, ça me ferait énormément plaisir. Il est jeune, il a du temps. Mais je pense que c'est le moment pour lui. Et Théo, toi, tu vois qui t'attends qui Moi, alors, je vais suivre Aston Martin parce que Julien Febvre l'a rappelé il y a quelques jours. C'est l'équipe dont tout le monde parle au sein du paddock. Avec l'arrivée notamment de Fernando Alonso. Ouais, un champion du monde qui part et c'est un champion du monde qui le remplace. Et surtout, une équipe qui investit beaucoup, notamment par l'intermédiaire de Lawrence Stroll, le propriétaire. Et père du pilote du coup. Et le fils du coup. Ouais, père de Lance Stroll, forcément. Oui. Et voilà, donc c'est une équipe qui investit beaucoup. Ils ont une nouvelle usine qui va arriver d'ici quelques semaines. Ils ont commencé l'année dernière et c'est censé être fini au début de 2023 avec une nouvelle soufflerie, des nouveaux bâtiments. Et donc Alonso lui-même et tout le monde chez Aston le dit qu'ils veulent jouer la victoire au mieux fin 2024. Donc c'est l'équipe que je vais suivre, que je vais pas supporter mais que je vais suivre attentivement. Et comme tu l'as dit, Leclerc, je pense qu'il arrive à maturité et avec tous les changements qu'il y a chez Ferrari, notamment au niveau du team principal, Fred Vasseur qui prend la place de Mattia Binotto, ça va être quelque chose qui va faire bouger, et avec si la voiture est performante, ça va. Aston Martin, ça va être intéressant. Qui pourrait du coup, d'après toi, peut-être être l'équipe surprise, enfin l'écurie surprise de cette saison. Pour rappel, ils ont fini 7ème au classement constructeur l'an passé, derrière du coup Alfa Romeo, McLaren et Alpine. Toi, tu les vois à quelle position en fin de alors maintenant c'est compliqué de donner des pronos sans les performances et sans les tests d'hiver. Le top 4 est envisageable. Top 4 ça me paraît compliqué parce que Alpine aussi c'est très fort. Je pense que Alpine sera la 4e force du plateau encore une fois. Devant McLaren. Du coup, oui, parce que Alpine quand même ils ont une line-up qui commence à être expérimenté avec 2 pilotes à plus de 100 Grands Prix. Les deux ont connu la victoire en F1. 2 Français. Alors là, c'est un autre débat, mais leur relation, il va falloir apprendre à gérer. Ouais. Mais sur le circuit. Ouais, sur le circuit, c'est ça. Mais je pense que Alpine a les armes pour continuer leur lancée et de s'implanter dans le top 4. Et du coup, pour revenir sur McLaren, le top 4 n'est pas du tout envisageable. Malgré. Je vais pas me prononcer, j'ai pas en vrai. Parce que Louis, t'en as parlé de McLaren, mais. J'avoue que la voiture d'Alpine me plaît plus. Je pense qu'elle est bien plus fiable que celle de McLaren. Et quand on voit que même le team principal n'est pas fier de cette voiture, on se pose des questions. Piastri a beau avoir gagné la première année dans laquelle il concourait la F3 à la F2. La F1, c'est quand même un autre monde. Et je suis pas sûr qu'il remporte des grands points, qu'il rapporte de grands points à l'écurie. Il parlait de Ocon et Gasly qui commence à engranger de l'expérience. Norris aussi, même si Norris, 3e, 4e saison peut-être. Oui, mais Gasly et Ocon, ça fait un bon temps. Mais après, je sais pas sur quoi tu te bases pour la fiabilité, mais si on se base sur 2022, c'est pas l'argument que j'aurais apporté pour Alpine. Avec Alonso 6 DNF et Ocon, j'ai oublié 2 ou 3.
Que des pannes moteurs sans cesse. Ouais. En tout cas, on suivra sa premier Grand Prix, ce sera au Bahreïn le 5 mars. Donc, et jeudi. Et il y a les essais. Il y a les essais en fin de semaine, il y a les essais. Qui s'est blessé cette fois. Oui, diffusé sur Canal. Okay. Canal. Qui pourront nous montrer ce que nous réservent les voitures pour cette saison 2023. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous les chroniqueurs. Merci à la régie. On se retrouve jeudi, on pourra débriefer les matchs de Ligue des Champions et on se projettera un peu plus précisément sur l'affiche, le classique, le PSG Olympique de Marseille. Merci à tous et à jeudi. Salut. Salut.